Voilà les mots glaçants d'une témoin, Frances Perkins, qui deviendra plus tard secrétaire au travail des États-Unis. Ce qu'elle a vu ce jour-là, ça l'a hanté toute sa vie, et ça a changé l'Amérique pour toujours. Cette scène d'horreur qu'elle décrit, c'est l'incendie de l'usine Triangle Shirtwaist, un des accidents industriels les plus tristement célèbres de l'histoire américaine, et on va décortiquer ensemble comment une telle tragédie a pu arriver. Bon alors, pour bien comprendre, il faut planter le décor. On est le 25 mars 1911. C'est un samedi après-midi, a priori tout ce qu'il y a de plus normal à New York, près de Washington Square. L'équipe de fin de journée est sur le point de plier bagages. Personne, absolument personne, ne se doute que dans quelques minutes, ça va être l'enfer sur Terre. 146, c'est le nombre de vies fauchées en moins d'une demi-heure. Des ouvrières, pour la plupart de très jeunes femmes, des adolescentes immigrées, certaines avaient à peine 14 ans. Elles étaient venues chercher une vie meilleure en Amérique et elles ont trouvé la mort dans un véritable piège de feu. Et là, il y a une ironie qui est absolument tragique. L'usine fabriquait des shirtwaists. C'était des chemisiers très à la mode, un symbole d'indépendance pour les femmes qui les portaient. Ces jeunes immigrées sont donc mortes en fabriquant des symboles de liberté pour d'autres. Une liberté qu'elles-mêmes n'avaient absolument pas sur leur lieu de travail. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment un simple feu a pu se transformer en un massacre pareil aussi vite. L'enquête qui a suivi a tout de suite mis le doigt sur une série de défaillances, mais choquantes. La vérité, en fait, a éclaté très très vite. Ce titre de journal, publié à peine 3 jours après le drame, pose déjà la question qui est sur toutes les lèvres. Qui est responsable? Et la une pointe directement vers la cause la plus tristement célèbre. Les portes étaient verrouillées. Les propriétaires fermaient les issues à clé pendant les heures de travail, officiellement pour empêcher les vols ou les pauses à rallonge. Quand le feu s'est déclaré, ces portes sont devenues des barrages mortels. Mais attention, les portes verrouillées, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'usine était un piège mortel en puissance. Il y avait des tonnes de chutes de tissu qui s'accumulaient, un combustible parfait. Il n'y avait qu'un seul escalier de secours, qui était étroit, mal entretenu, et qui s'est effondré sous le poids des premières personnes qui tentaient de fuir. Et bien sûr, aucun système d'extinction automatique, pas d'alarme incendie digne de ce nom. C'était littéralement une catastrophe annoncée. Maintenant, passons du comment au pourquoi. Comment est-ce que des conditions aussi dangereuses ont pu être tolérées jour après jour? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un phénomène psychologique assez puissant. On appelle ça le biais de normalité. Jour après jour, les ouvrières et même les contremaîtres voyaient l'état de tissu, savaient que les portes étaient verrouillées, travaillaient dans un espace bondé, mais comme il ne se passait jamais rien de grave, cette situation complètement anormale et dangereuse est devenue, normale. Le risque était tellement présent, tellement constant, qu'il en était devenu invisible. Et cette normalisation du danger, ce n'était pas un hasard. Comme le dit très bien cette citation de Stuart Appelbaum, c'était le résultat direct d'une philosophie de gestion. Une culture d'entreprise où les profits passaient systématiquement avant la sécurité et la dignité des travailleuses. Le mépris pour leur vie faisait partie intégrante du business model. Pour vraiment comprendre comment une telle tragédie a pu se produire, on ne peut pas se contenter de chercher un seul coupable. Il faut utiliser un outil d'analyse qui nous permet de voir l'ensemble du système défaillant. Et cet outil, c'est le modèle du fromage suisse. Alors, imaginez que chaque mesure de sécurité, c'est une tranche de gruyère. Chaque tranche a des trous, c'est normal, ce sont des imperfections. D'habitude, les tranches sont décalées, et une tranche solide vient boucher les trous des autres. Mais parfois, à cause de défaillances systémiques, les trous s'alignent parfaitement. Et c'est là que le danger traverse toutes les défenses et que la catastrophe arrive. Alors appliquons ce modèle à l'incendie de Triangle. Première tranche, les facteurs organisationnels. Là, le trou est immense. On a une culture d'entreprise qui est entièrement tournée vers le profit au mépris total de la sécurité. Pour les propriétaires, la sécurité c'était un coût, pas du tout un investissement. Passons à la deuxième tranche et on va voir comment ça se propage. La supervision. Les managers sur le terrain n'ont rien fait pour corriger les risques qui leur sautaient aux yeux. Ils ont simplement appliqué la politique des patrons en verrouillant les portes et en ignorant l'état de matériaux inflammables. C'est un autre trou béant dans les défenses. Troisième tranche, les préconditions sur le lieu de travail. L'environnement lui-même était un danger. L'encombrement, les tissus, l'huile des machines. Et à ça, il faut ajouter une main-d'œuvre composée de jeunes immigrés qui, souvent ne parlaient pas anglais, n'étaient pas syndiqués et n'avaient aucun pouvoir pour exiger de meilleures conditions. Ce déséquilibre, c'était un trou majeur. Et enfin, la toute dernière tranche, l'acte dangereux, le trou final. Il a suffi d'une étincelle, probablement une cigarette mal éteinte jetée dans un bac de chute de tissu. Cet événement déclencheur, qui aurait pu être totalement anodin dans un environnement sûr, a traversé tous les trous aligneux des autres tranches,
Le feu s'est propagé en un instant et la catastrophe était devenue inévitable. Le choc de l'incendie a été si profond, si visible, qu'il a provoqué une véritable onde de choc dans toute la société américaine. Très vite, l'indignation a laissé place à une immense demande d'action. Cette citation, elle est de la célèbre organisatrice syndicale, Mother Jones, et elle résume parfaitement l'état d'esprit de l'époque. La tristesse, le deuil, se sont transformés en un mouvement puissant pour être sûr qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Il ne s'agissait plus de pleurer les 146 victimes, mais de se battre pour protéger les millions d'autres travailleurs. Et cette action, elle a été rapide et d'une ampleur considérable. Moins de 3 mois après le drame, une commission d'enquête est créée. Dans les 3 ans qui suivent, plus de 30 lois fondamentales sur la sécurité au travail sont votées à New York. C'est le début d'une réglementation qui aujourd'hui fait plus de 1200 pages, un héritage direct construit sur les cendres de cette usine. Le travail de cette commission, menée notamment par Frances Perkins, la témoin du début de notre récit, a été tout simplement monumental. Ils ont inspecté des milliers d'usines et ils ont prouvé que le cas de Triangle n'était pas une exception, c'était la norme. L'incendie a simplement mis une lumière crue sur une réalité systémique de négligence et d'exploitation. Alors, plus d'un siècle plus tard, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de cette tragédie? Est-ce que le problème est réglé? La dure réalité, c'est que les ateliers de misère, la sweatshop, n'ont pas disparu. Non, ils ont changé de forme, ils se sont souvent délocalisés, mais les pressions économiques qui poussent à sacrifier la sécurité pour le profit, elles, existent toujours. On les retrouve aujourd'hui dans le secteur des services, dans la restauration ou dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le point crucial, il est donc là. La sécurité n'est jamais acquise. Ce n'est pas une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est un processus continu. L'objectif zéro accident est un idéal, et on ne peut s'en approcher que par une vigilance de tous les instants, une remise en question permanente de ce fameux biais de normalité. Au final, la tragédie de l'usine Triangle, c'est bien plus qu'une histoire du passé, c'est un avertissement permanent. Elle nous force à nous poser la question, quelles sont les portes verrouillées et les tas de tissus que l'on normalise aujourd'hui dans nos propres environnements? Comprendre ces défaillances systémiques, c'est le seul moyen d'honorer la mémoire des victimes et, surtout, de se battre pour les vivants.